ça ne sert à rien de se préparer à la guerre telle qu'on l'observe aujourd'hui, parce qu'il est fort probable que, assez rapidement, cette guerre, ce ne soit pas celle qu'on va observer si jamais on doit se préparer à ça, en tout cas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio le docteur Julien Malizard, qui est PhD d'économie, chair de l'économie de défense à l'Institut des hautes études de défense nationale et qui enseigne dans différentes universités, notamment à Paris 1, Panthéon, la Sorbonne. Soyez le bienvenu. Merci de votre invitation. Alors, je profite de votre passage au Luxembourg pour échanger avec vous un petit peu sur l'état de la défense européenne. Et ma première question, c'est où est-ce qu'on en est? Quelqu'un comme moi qui lit les médias a été surpris de voir que l'Allemagne a du mal à produire des armes. Quand on veut en offrir à l'Ukraine, on est obligé de passer par les intérêts sur les assets qui sont gelés de l'agresseur, alors que j'avais l'impression qu'on avait des moyens financiers suffisants et un savoir-faire industriel conséquent. Quel est l'état de la défense européenne aujourd'hui? Alors au niveau européen, on dépense à peu près 370 milliards de dollars en 2024. Ça fait presque un tout petit peu plus d'un tiers des dépenses américaines. Donc Ils sont au triard. Quasiment. Donc ça prouve bien que, sachant que la Chine est à peu près un peu en dessous de tous les pays européens agrégés. Donc en fait, on voit que collectivement, on n'est pas trop mal, mais après, évidemment, individuellement, chacun des pays est beaucoup plus petit. Ce qui renvoie à une caractéristique de l'Europe, c'est sa fragmentation. Donc en fait, c'est la somme de ces 27 pays qui va donner, on pourrait aussi adjoindre le Royaume-Uni, la Norvège, qui sont aussi dans l'OTAN, mais qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui comptent pour beaucoup. Et aujourd'hui, quand on regarde ces chiffres, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation, il y a une dynamique haussière depuis l'invasion de la Crimée en 2014. Les chiffres sont quand même très fortement orientés à la hausse. Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, l'Europe est la région où les budgets de défense augmentent le plus vite dans le monde. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même une caractéristique essentielle, alors que historiquement, c'était au Proche et au Moyen-Orient et en Asie, c'est carrément Asie du Sud, Asie du Sud-Est. Et Asie de l'Est, donc toute la partie de la Chine, de l'Inde jusqu'à la Chine, hein, la Corée compris. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on est dans une stratégie d'adaptation. Les pays dépensent plus, mais ils sont aussi dans une logique d'essayer de minimiser dans le même temps les dépendances vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, c'est compliqué parce que pour un certain nombre de pays, vous mentionnez l'Allemagne, dans un certain nombre de domaines, il y a une dépendance qui est forte dans l'aéronautique américaine. Bien sûr. Et donc là, aujourd'hui, on voit qu'on a un processus de transformation qui est long, parce que les équipements militaires, ce sont des équipements qui vont durer des décennies. Et donc le temps de cette adaptation, en fait, c'est un temps qui va prendre plusieurs années, le temps d'aboutir à un résultat qui soit favorable à l'industrie et à l'Europe de la défense. Ce qui a été annoncé, c'est que les pays européens au sommet de l'OTAN ont pris des engagements, enfin les pays de l'OTAN, mais singulièrement les Européens, ont pris l'engagement de dépenser 3,5% du PIB dans la défense à un horizon relativement bref, donc 2030-2035. L'idée, c'est que c'est ce qui nous permettrait de nous protéger collectivement d'une menace qui arriverait singulièrement de la Russie, puisque c'est de ça dont il a été question, notamment au sommet de l'OTAN, mais ça a été rappelé par un certain nombre de services de renseignement ou de chefs d'état-major, et en particulier en France. Sachant que 3,5%, c'est en dessous des 5% réclamés par Trump. Voilà, alors sachant que les 3,5, enfin les 5, c'est 3,5 dans la défense, plus 1,5 dans ce qu'on pourrait appeler l'espace de défense civile. Donc ça pourrait être le cyber, ça pourrait être les infrastructures, ça pourrait être la connectivité. Enfin, il y a plein de domaines, c'est un peu flou en fait, de ce que ça va concentrer ce 1,5 restant. Sauf que pour arriver à 3,5, ne serait-ce que ça, en fait, les ajustements vont être difficiles. Et donc pour un certain nombre de pays, je pense à la France en particulier, vu l'état des finances publiques, les ajustements sont parfois douloureux, sachant que 3,5, c'est peu ou prou pour les pays européens ce qu'ils dépensaient pendant la guerre froide. Donc ce n'est pas un ajustement budgétaire qui est gigantesque par rapport à une perspective historique. Mais par contre, compte tenu de l'état des finances publiques, ça va être difficile. Sachant que là-dedans, l'Union européenne, et là je pense que c'est vraiment une caractéristique de la période actuelle, devient un acteur majeur. Pendant très longtemps, l'Europe, et donc l'Union européenne, ne voulait pas intervenir dans les questions de défense. Là, aujourd'hui, il y a des projets. Le Fonds européen de défense finance la recherche et le développement des équipements qui vont être
dans les forces armées dans l'avenir. Mais c'est un budget qui est limité. Et donc l'ambition pour la prochaine, qui est en cours de discussion, c'est une ambition de dépenser beaucoup plus, de faire x10 quasiment, dans ce qui est prévu par rapport au budget passé. C'est vrai que pour quelqu'un comme moi, qui suis un simple citoyen, ça fait toujours un peu peur, parce qu'il y a toujours l'attraction vers l'économie de guerre. On en parle souvent du côté de Poutine. On dit finalement aujourd'hui, une grosse partie de son PIB, il vient de l'économie de guerre. Il produit des armes, qu'il utilise et voilà. Et du coup, moi qui suis un passionné d'histoire, ça peut nous rappeler des époques un peu grises où finalement on s'enthousiasme pour la défense juste avant finalement de commencer des grands conflits. Mais revenons un petit peu avec le délai. C'est-à-dire aujourd'hui on dit on investit beaucoup dans les armes. Je pense qu'en Ukraine, ils ne les voient pas vraiment arriver. On a entendu Donald Trump, je pense que la citation la plus frappante, c'est quand il a dit « j'ai changé d'avis, je pense que l'Ukraine va récupérer tout le territoire et même au-delà », avant d'ajouter « grâce à l'Europe et à l'OTAN qui devenait finalement des acheteurs d'armes américaines ». Donc lui, il fait tourner son business et tant pis si ça ne marche pas. Enfin, je trouve ça extrêmement cynique. La question, c'est entre les décisions qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'investir de plus en plus et la livraison d'armes et le fait d'avoir suffisamment de soldats qui seraient prêts à engager le combat. Il faut combien d'années ? Ça va prendre du temps, forcément, parce qu'en fait, il y a un sujet, il y a plein de sujets qui se conjuguent et c'est un des effets de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'il va falloir à la fois des équipements dont on a l'habitude, donc des avions de combat, des véhicules terrestres, des frégates, que sais-je, des sous-marins, des drones. Et ça, en fait, ça, c'est des équipements qui sont produits par l'industrie de défense, mais qui étaient habitués à une logique de juste à temps pendant la guerre, post-guerre froide. Donc là, il y a un sujet d'adaptation de l'industrie de défense pour produire plus vite et si possible à moindre coût, parce que ce sont des équipements qui coûtent très cher. Puis dans le même temps, vous avez, et c'est un des effets de la guerre en Ukraine, c'est l'émergence, en particulier pour des guerres de haute intensité, de matériel qu'on pourrait appeler jetable en quelque sorte. Le drone en fait partie, évidemment, dans toutes ses composantes, parce que vous avez des drones terrestres, des drones dans aériens et des drones navals. L'Ukraine est capable de repousser les navires russes alors qu'elle n'a pas elle-même de marine. Absolument. Donc c'est bien la preuve que la dronisation est un facteur majeur. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui émergent dans ce segment, il y en a historiquement qui viennent de la défense qu'on connaît, mais il y a aussi des nouveaux acteurs qui, il y a encore 3-4 ans, n'existaient pas. Et donc, on a un écosystème de firmes qui apparaît et qui est capable de faire, dans leur proposition de valeur, des équipements pas très chers. On parle de quelques centaines ou quelques milliers d'euros pour des drones, ce qu'on appelle FPV, donc First Person View, et qui sont capables de délivrer des effets militaires très importants. Et donc là, l'enjeu pour ces firmes-là, comme pour les firmes historiques, c'est d'être capable de passer à l'échelle et de produire plus vite. Sachant que pour on va dire que c'est quelque chose de fondamental pour l'industrie traditionnelle parce qu'on est sur des cycles extrêmement longs. Développer un avion de combat, ça prend une quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans. Et après, il va être en service pendant une quarantaine d'années. Donc les choix qu'on fait aujourd'hui, globalement, ils vont nous amener quasiment sur ces équipements-là jusqu'à la fin du siècle. Si on répercute la logique d'il y a 50 ans, parce qu'aujourd'hui, on imagine beaucoup plus un drone de combat. Pourquoi mettre un pilote alors que finalement ça pourrait marcher sans pilote, il pourrait être dans son container en train de piloter et aussi, effectivement, pourquoi investir des sommes aussi fortes que dans un avion de combat, là où un drone coûte beaucoup moins cher et il y a ce côté un petit peu jetable. Mais ce qui me vient à l'esprit quand je vous entends, c'est cette notion de guerre asymétrique. On a vu le début de la guerre. Alors l'Occident est capable de faire entrer un missile par la porte des toilettes et voilà, c'est censé être un peu la guerre propre. On sait que les Russes, eux, ils prennent des grosses bombes de 3 tonnes, ils mettent deux morceaux de métal, ça devient des ailes et ils font glisser ça. Il n'y a même pas besoin de passer au-dessus de la frontière ukrainienne. Vous laissez glisser ça pendant quelques dizaines de kilomètres et vous atteignez la cible sans vous exposer. D'un côté, ça coûte 10 millions de dollars le missile. De l'autre côté, ça coûte, à mon avis, 10 000 euros maximum. Est-ce que l'Europe est en train d'adapter aussi son arsenal à ce type de nouvelle guerre? C'est-à-dire pas forcément qu'avec du missile de très haute technologie, mais aussi avec bêtement des bombes et des choses un peu primitives qu'on avait peut-être un peu négligées ces dernières années? En fait, probablement que la bonne combinaison, c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire que pour des missions qu'on appelle haut de spectre, c'est-à-dire il faut une très forte précision, on veut être sûr de toucher la cible, et donc en fait la probabilité de succès va être très élevée, il vous faut des équipements de
de très haute valeur ajoutée en fait. Ça, c'est l'attaque en Iran. Par exemple. Il y a une montagne, il faut casser la montagne. Avec la notion de furtivité, etc. Enfin voilà, toutes ces technologies horriblement coûteuses, mais qui permettent le moment venu de délivrer ce dont on a besoin. Et dans le même temps, en fait, pour faire de la masse, pour faire de la saturation, pour épuiser l'ennemi, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Vous avez besoin d'équipements qui vont vous coûter pas très cher, dont l'usage est relativement facile par rapport à former un pilote de chasse ou former quelqu'un dans une commande de tir. Et alors, non pas que ça soit facile, mais les barrières sont plus simples, hein, plus basses. Et donc là, de ce point de vue-là, il va falloir aussi investir là-dedans, sachant que ce qu'on constate de la guerre en Ukraine, c'est que la guerre électronique et la mise en œuvre de stratégies de lutte contre les drones fait qu'aujourd'hui, une solution de drone, elle a assez vite, en bout de quelques semaines, quelques mois, elle va être périmée parce que l'adversaire va être capable de s'adapter. De les brouiller. Brouiller. Aujourd'hui, en Ukraine, aujourd'hui, depuis quelques mois, depuis même presque un an, les Russes ont des drones phylogudés. Donc avec un fil, avec qui est comme un cheveu. Exactement. Et donc là, le brouillage électronique ne marche pas. Donc, ça laisse après comme des toiles d'araignée dans les champs parce qu'ils en envoient des milliers. Exactement. Je connais ces images. Et donc en fait, ça veut dire que ça ne sert à rien de se préparer à la guerre telle qu'on l'observe aujourd'hui, parce qu'il est fort probable que assez rapidement, cette guerre, ce ne soit pas celle qu'on va observer si jamais on doit se préparer à ça en tout cas. Et ça, c'est la difficulté. C'est un peu le dogme. Hein. Le dogme d'il y a 30 ans ne s'applique plus. De la même manière, on a parlé des drones qui sont capables d'aller tuer quelqu'un avec une petite grenade attachée. Mais comme je regarde tous les jours ce qui se passe à Kiev, on a aussi les tactiques d'épuisement des défenses. Quand je vous envoie 400 drones, évidemment, il y a quelques patriotes qui partent. Et quand les batteries de patriotes sont vides, vous avez le missile qui est capable de passer comme dans du beurre. On se souvient tous, pour moi, c'est une des images de l'année, le missile hypersonique iranien qui a touché Tel Aviv. C'est comme l'image forte, puisque c'est un dogme qui part en poussière. Hein. La notion d'inviolabilité de Tel Aviv n'existe plus et ça change complètement les rapports de force. On va observer encore une fois une escalade pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc si maintenant on regarde un peu devant, quels sont les grands risques et les grandes opportunités que vous voyez? D'un côté, il y a les gens qui disent c'est sûr, on ne va pas échapper à la prochaine guerre mondiale avec cette escalade. De l'autre côté, il y a ceux qui disent en fait Poutine il bluffe et il fait seulement la main parce que l'Ukraine est un adversaire faible et en plus l'Europe refuse d'aller mettre un soldat sur le terrain. Vous qui êtes un spécialiste, qu'est-ce que vous voyez comme risque et comme opportunité? Alors, sur la question des risques, il y a évidemment un sujet, c'est un sujet plutôt de préparation en amont, c'est le fait jusqu'à quel point on est prêt à avoir une forme de sacrifice parce qu'il y a un conflit, alors que dans le même temps, Poutine a prouvé que sa sensibilité aux pertes était extrêmement faible. Comme toujours pour les Russes, historiquement. C'est quoi, Deuxième Guerre mondiale, 26 millions de morts, je pense? Je ne sais plus. Mais je pense qu'il y avait 6 millions de morts allemands. Donc ils ont une culture de la fabrique des héros, qui est bien connue aussi avec les guerres napoléoniennes. Il applique la technique russe. On fait des héros par milliers. Et on pourrait y voir cette historicité, effectivement. Mais les risques essentiels à court terme que j'anticipe, c'est plutôt des risques est-ce qu'on va être capable de prendre des risques dans un contexte où aujourd'hui, il faut à la fois investir dans les équipements traditionnels, mais aussi dans ces technologies émergentes qu'on évoquait, là, les drones notamment, mais aussi peut-être une forme de militarisation de la tech par militarisation de l'IA ou ce genre de choses, ou par des outils du digital au sens large. Et ça, c'est un enjeu, c'est-à-dire que c'est historiquement un sujet qui est plutôt vu de loin, mais qui émerge. Jusqu'à quel point les Européens vont arriver à se saisir de ce sujet. Ça, c'est une question, il y a une forme de... C'est plus une opportunité, parce qu'effectivement, vous développez de la technologie, vous avez des investissements, vous créez une économie de guerre. Oui, mais le risque, c'est que, en fait, comme on part de plus loin que, par exemple, les États-Unis sur ces sujets de tech... Ou la Chine. En fait, les investissements qu'il va falloir y faire vont être potentiellement très élevés. On a beaucoup de retard. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, mais effectivement, on part peut-être de plus loin. Il y a évidemment un sujet de finances publiques, on l'a évoqué, c'est qu'il va falloir dépenser beaucoup. Et ce n'est pas un one-shot, il ne va pas falloir dépenser une fois et puis revenir en arrière. C'est durablement, compte tenu de l'état de la menace, il va falloir dépenser plus, avec des ajustements macroéconomiques qui sont potentiellement importants. Il y a évidemment un sujet, je dirais, de ressources humaines
le secteur de la défense va capter de plus en plus de ressources humaines. Ça va être au détriment de l'économie civile au sens large. Ok. Donc ça va nécessiter de la formation, ça va nécessiter des salaires à un bon niveau pour pouvoir garder les compétences, que ce soit pour les forces armées comme pour les industriels. Oui, c'est un peu comme l'IA. On imagine que les Américains vont aller récupérer les meilleurs talents pour faire fonctionner leur propre industrie de l'armement. Exactement. Sachant que les Américains sont très avancés sur ce domaine-là. Tout à fait. Et après, les opportunités, c'est des opportunités plutôt, à mon avis, du point de vue de la composition de ce qu'on va y mettre dans les dépenses militaires. Et en particulier, est-ce qu'on va acheter des équipements? Est-ce qu'on va acheter des équipements qui vont être faits en Europe par des industriels européens avec peu de dépendance, qui fait que le multiplicateur, donc les retombées économiques qu'on va pouvoir engendrer vont pouvoir être importantes? Est-ce qu'on va dépenser en recherche et développement, ce qui est plutôt bon aussi pour maîtriser les technologies, mais aussi les effets d'entraînement économique sont quand même plus importants? Ça, c'est un vrai sujet. Il y a des pays, la France, dans une moindre mesure le Royaume-Uni, l'Allemagne, ont l'habitude de dépenser beaucoup dans les équipements et beaucoup auprès de leur industrie. Donc ça a plutôt quelque chose de favorable. Et après, les opportunités, c'est aussi, comme on part presque d'une page blanche dans le secteur de la dronisation, en tout cas sur ces équipements qui ne coûtent pas très cher, en fait, il y a une carte à jouer pour les Européens. Pourquoi pas en coopération avec les Ukrainiens, qui évidemment, vu leur expertise sur le domaine, ont un avantage comparatif. Beaucoup de progrès, oui. On annonce qu'ils vont produire 4 millions de drones en 2025. Ouais, c'est incroyable. Donc c'est une production qui est gigantesque. Et donc là, il y a un levier de maîtrise d'un certain nombre de technologies, avec ou sans l'appui de l'Ukraine. Mais en tout cas, les Ukrainiens d'ailleurs parlent de lever les restrictions aux exportations, parce qu'ils sont capables de faire ces équipements-là. Et on a vu que l'expertise ukrainienne avait été utile, par exemple au Danemark, quand il y a eu des survols de drones au-dessus des aéroports. Absolument. Donc là, on voit que les Ukrainiens ont une compétence qu'ils peuvent partager. Et ça, c'est évidemment une opportunité pour les Européens dans le contexte actuel. Alors, peut-être une ou deux questions pour conclure. La première, c'est la souveraineté. On n'en a pas vraiment parlé. Donc, la souveraineté de la défense, risque ou opportunité? En fait, au niveau de la défense, qu'on constate, c'est que c'est un sujet éminemment national. Sauf que, vu la taille des économies européennes et vu la fragmentation, en fait, il y a un sujet de coordination. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que ensemble, on est beaucoup plus fort, mais ça reste une problématique nationale. Et donc, aujourd'hui, l'ampleur du débat qu'on observe, que ce soit à Bruxelles ou au sein des débats des parlements nationaux, c'est, en tout cas pour la France, c'est surtout pas partager notre souveraineté dans la défense avec les partenaires européens, parce que de fait, on aurait des dépendances qui seraient inacceptables. Et donc, en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a un moment qui est compliqué entre il faudrait qu'on se coordonne, parce que globalement, se coordonner, ça nous permettrait d'être plus efficace, mais c'est difficile parce que renoncer à un pan de souveraineté dans la défense est douloureux politiquement, j'imagine. Et là, vous mettez le doigt vraiment où ça fait très mal, puisque grâce à vous, j'ai appris que le budget, je suis très étonné, militaire chinois est inférieur à la somme de tous les budgets européens, sauf qu'on se souvient, la propagande, c'est très important dans des cas militaires. On se souvient de la démonstration de force de Xi Jinping il y a quelques semaines, avec ce défilé des nouvelles armes, des missiles en long, en large, des drones plus grands que des avions. On n'a jamais vu ça en Europe, effectivement. On voit la France fait son truc. Je ne sais même pas quels autres pays font leur propre défilé, mais en fait, c'est une puissance théorique fragmentée, donc ce n'est pas une puissance pour l'instant. Un dernier point, et j'en finis. On est au Luxembourg, et l'histoire du Luxembourg est intéressante, puisque de sa création en 963 jusqu'en 1867, le traité de Londres, le Luxembourg a été ballotté entre toutes les puissances. Il y a comme ça des changements pendant des siècles. Et puis, le moment vraiment où le Luxembourg a pu se développer, c'est quand il a atteint une forme de neutralité. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'erreur qu'on fait tous en Europe de vouloir absolument gagner par proxy en Ukraine? Est-ce qu'on n'est pas en train d'affaiblir l'Ukraine? Quand vous me dites que l'Ukraine pourrait être le fournisseur de toute l'Europe en drones, je trouve qu'on donne des très très mauvaises idées à Vladimir Poutine. Oui, alors après, il y a deux points de vue qui peuvent s'opposer. C'est que vous avez les partisans de ce qu'on appelle la stabilisation, ils vous disent que pour stabiliser, il faut être fort.
C'est vrai. Et les partisans de la déstabilisation, ils vous disent ouais, mais plus vous dépensez, plus vous allez énerver votre rival. Et donc, ils risqueraient de vous menacer encore plus en réponse. Ben, le mot-clé dans ma question, c'est proxy. Oui. Bon, j'imagine qu'à un moment donné, pour avoir beaucoup d'amis et de contacts en Ukraine, je pense en Ukraine aujourd'hui, tout le monde veut la paix. Je pense que les gens en ont assez de voir leur famille décimée. On en parle une fois tous les 5 jours en Europe. Eux, ils en ont parlé tous les jours. Donc, la paix devient inévitable. La question, c'est, on parle tous du prochain conflit, de la prochaine provocation. Est-ce qu'on ne doit pas apprendre de nos leçons? Et la prochaine fois, l'Europe doit avoir le courage, vous l'avez dit, de mettre des hommes sur le terrain. Et là, on aura effectivement le risque d'une escalade de la guerre. Mais on a vu que la guerre par proxy ne fonctionne pas. La guerre par proxy fonctionne différemment, en tout cas. Et globalement, en fait, il y a deux choses qui se superposent. C'est que, est-ce que l'Ukraine est un bon proxy? Et sommes-nous prêts, s'il n'y a pas de proxy, à nous-mêmes nous engager? Et aujourd'hui, ce qu'on constate, me semble-t-il, en tout cas pour vue de France, c'est des débats très forts sur jusqu'à quel point on est prêt à s'engager pour l'Ukraine. Ce qui ne répond pas à la question subsidiaire, c'est jusqu'à quel point on est prêt à s'engager si jamais une menace pour l'Europe spécifique à la France ou à l'UE. Et en fait, peut commencer en Pologne, ça peut exactement, commencer et beaucoup d'analystes ou de spécialistes du renseignement avertissent, la prochaine provocation russe ne sera pas forcément quelque chose de très important ou aussi violent que l'invasion à grande échelle qu'on a observée en 2022, quelque chose de plus petit pour tester la solidité de l'OTAN, la résistance des alliés, et on verra bien à ce moment-là jusqu'à quel point on est prêt à s'engager dans une forme de guerre d'attrition, c'est ce que vit l'Ukraine, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, c'est difficile de savoir, tant qu'on n'a pas éprouvé nous-mêmes cette situation-là, de pouvoir dire « oui, je vais m'engager », « non, je ne vais pas m'engager ». En plus, il y a deux dimensions, il y a l'Europe et il y a l'OTAN. Oui. Théoriquement, s'il y a une provocation en Pologne, l'OTAN doit déclencher une réaction. En plus, ça ne se discute même pas, c'est dans le dogme de l'OTAN. Et effectivement, la question, c'est si je fais une provocation et que ça ne se passe pas, je crée une escalade aussi. Donc, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup d'avoir l'avis d'un spécialiste. Je vous remercie pour votre temps. Merci. Et je vous souhaite un bon séjour au Luxembourg. Merci de votre invitation.